Alors, la présentation suivante, c'est Claude-Olivier Doron et Luc Berlivet qui vont vous présenter leur travail. Ils se sont interrogés dans le contexte du développement de la médecine personnalisée fondée sur la génomique, sur la place accordée aux catégories ethno-raciales, en particulier aux États-Unis. Et ils vont montrer notamment comment, moyennant quelques transformations, la génétique humaine renoue avec une médecine racialisée. Voilà, je vous donne la parole. Vous avez donc une petite demi-heure. Bien, alors c'est moi qui commence et puis Luc Berlivet complétera, puis on va faire un jeu comme ça de miroir. Alors juste une petite remarque pour commencer, c'est, vous allez le voir, un type de présentation de programme qui est d'un autre ordre, beaucoup plus modeste en fait que ce qui a été présenté ce matin, dans la mesure où il s'agissait plus ici de coordonner un certain nombre de recherches à un niveau international et à un niveau national à travers des événements, soit sous la forme de séminaires, soit sous la forme de workshops internationaux, soit sous la forme de colloques. C'est ça qu'on va un peu présenter. Donc c'est une forme plus, effectivement d'un autre ordre. Sachant que on pourra y revenir dans la discussion, il y a aussi des liens qui ont été développés avec tant des soignants qu'avec des chercheurs en génétique, par exemple, sur ces questions. Alors, pourquoi d'abord consacrer une réflexion en rapport entre race et médecine au sein d'un projet qui porte sur la personne en médecine? Eh bien, ce n'est pas nécessairement évident, mais nous sommes partis du constat suivant. Lorsque, suite au décryptage du génome humain, s'est affirmé un projet de développer une médecine génomique personnalisée qui vise à s'ajuster tant au niveau du diagnostic et du traitement qu'au niveau des facteurs prédictifs d'ailleurs, ajuster donc les prises en charge en fonction des caractéristiques du génome de tel ou tel individu, eh bien cette personnalisation, elle s'est faite immédiatement dans le sens d'une racialisation. C'est-à-dire que la variable race ou ethnicité, pour utiliser les termes anglo-saxons, a été intensément mobilisée à tous les niveaux de la médecine personnalisée. Dès 2001, on voit s'ouvrir dans les principales revues de biomédecine, à commencer par Nature et le New England Journal of Medicine, un débat tous azimuts sur l'importance de la variable raciale, qu'elle soit envisagée sous la base d'une simple autodésignation ou qu'elle soit objectivée à travers tout un ensemble de techniques qui permettent de caractériser l'ascendance biogéographique des différentes populations, quelque chose sur lequel on reviendra un peu ensuite. La race y est présentée comme un proxy pertinent, que ce soit pour mesurer la valeur de tel polymorphisme au niveau du génome associé à telle maladie ou à telle réaction médicamenteuse, ou bien encore pour mesurer le risque spécifique de telle population vis-à-vis de telle maladie, voire encore pour servir de moyen de diagnostic et de traitement au niveau individuel lui-même, ce qui pose des difficultés aussi. À partir des années 2000, et ça c'est un fait donc, qui mérite vraiment d'être souligné, la biomédecine devient de fait la principale arène au sein de laquelle se concentre le débat concernant la pertinence de la catégorie de race pour identifier et distinguer des populations humaines. Donc autrement dit, de manière en apparence paradoxale, mais en réalité très facile à expliquer en fait, mais au moment même où le programme Human Genome vient confirmer les principales affirmations selon lesquelles il y a une très forte homogénéité de l'espèce humaine au niveau du génome, selon lesquelles il y a une faible variation, faible importance des variations interpopulationnelles à l'intérieur de l'espèce humaine et une plus forte importance des variations internes aux populations et donc inter-individuelles, si vous voulez, et bien pourtant, un débat intense naît aux confins de la génétique et de la médecine, pour savoir si ces variations interpopulationnelles sur tel ou tel polymorphisme génétique, aussi faibles soient-elles en apparence, ne peuvent pas avoir une valeur, valeur clinique, valeur thérapeutique, valeur de santé publique, soit qu'elles se trouvent associées à des différences significatives en termes de prévalence de telle maladie, de réactions médicamenteuses, etc.
Alors, à ça s'ajoute une autre dimension, une dimension sociologique importante, qui a bien été identifiée notamment par le sociologue Stephen Epstein du côté américain, et qui concerne notamment les politiques de santé publique aux États-Unis, mais ça vaut d'ailleurs dans tout un ensemble d'autres pays. C'est l'exigence qui se met en place à partir des années 90 d'inclure systématiquement des données sur les différences en termes de race, de sexe et d'âge à tous les niveaux des politiques de santé, depuis la recherche en santé publique jusqu'à la prise en charge, et en parallèle, le développement de revendications et de stratégies de la part de diverses minorités pour être prises en compte de cette manière dans les politiques de santé publique. Ça a été bien montré notamment par l'ouvrage de Catherine Bliss, qui insiste beaucoup sur cette dimension-là. Et tout ça s'est traduit, moment important, en 2006, par l'adoption du Genomics and Personalized Medicine Act, dont une part importante est précisément consacrée au rapport entre race, génomique et santé. Donc médecine personnalisée, médecine racialisée, de manière intense de ce point de vue-là. Et alors, juste quelques points pour illustrer ces tendances. Je vais vous en donner deux importants. Du côté d'abord de l'épidémiologie et de la recherche en santé publique, une importance accordée au fait de connaître la stratification des populations en termes raciaux, que ce soit pour mesurer l'héritabilité de telles maladies complexes, par exemple l'asthme, pour identifier des polymorphismes qui soient susceptibles d'être associés à l'augmentation de la fréquence de cette maladie, et pour construire aussi des populations contrôle, question qui se pose aujourd'hui dans le programme Génomique 2025 en France même, ce type de questions. D'où l'importance qui est prise très tôt par ce qu'on appelle des études d'admixture, qui permettent d'analyser la contribution de diverses populations d'origine dans une population étudiée, d'étudier la sous-structure des populations, si vous voulez. L'importance aussi de la stratification des populations par race dans toutes les études qu'on appelle les Genome-Wide Association Studies, qui vont viser à identifier des clusters de polymorphismes candidats pour rendre compte de variations de fréquence de telles maladies communes comme l'asthme, le diabète, etc. D'où, très tôt aussi, le débat sur la pertinence de conserver l'autodésignation ou un certain nombre de caractères phénotypiques pour déterminer la race, alors que ce qu'on cherche à atteindre, c'est le génotype, et ces tensions qui vont exister entre le recouvrement, ce qu'on appelle la race aux États-Unis, qui est essentiellement phénotypique, ou autodésitionnel, on va dire, et ce qu'on appelle l'ancestry, l'ascendance, et c'est les tensions que ça peut poser. Alors du côté maintenant de la médecine clinique, diagnostic et traitement, le même débat sur la race comme moyen de personnaliser la médecine se retrouve. En 2001, vous aviez un des éditeurs du New England Journal of Medicine qui soulignait que la race avait une valeur imprécise et même souvent nulle pour la prise en charge individuelle. Et il a suscité tout un débat, tout un tollé, avec notamment une réaction assez spectaculaire de Sally Satchel, qui dans une tribune du New York Times en 2002 disait la chose suivante, assez intéressante pour nous, c'est-à-dire que c'est inimaginable chez nous ça. I am a racially profiling doctor. Je fais du profilage racial dans ma pratique médicale. Et ça l'améliore. Et ça l'améliore, exactement. L'argument, c'est le suivant. La race, c'est une variable pertinente pour opérer des diagnostics différentiels. Soit dit en passant, en France, c'est souvent en réalité le cas. Il faudrait en discuter de cet aspect-là. Mais bon, pour évaluer aussi les risques pour tel ou tel individu et surtout pour la prise en charge médicamenteuse, puisque ça, c'est l'autre aspect important, c'est que ça va de pair avec le développement d'une pharmacogénomique qui est nettement racialisée. Dans la mesure où le projet de la pharmacogénomique, c'est de développer des traitements adaptés en fonction de variants génomiques susceptibles d'influencer la pharmacodynamique et la pharmacocinétique des médicaments, et que les polymorphismes les mieux identifiés sont, pour l'instant du moins, au niveau populationnel et notamment au niveau racial, plutôt qu'au niveau individuel, même si souvent on présente ça comme un moment de transition vers quelque chose qui serait plus la prise en charge des différences au niveau individuel. Je passe plus rapidement sur un dernier cas, mais qui mérite quand même d'être mentionné, c'est l'intégration des données raciales ou fondées sur les ascendances biogéographiques, et la tendance actuelle aussi à développer des techniques qu'on appelle des techniques de DNA phenotyping, qui sont des techniques qui déduisent du génome le phénotype d'un suspect dans le champ de la médecine légale, et notamment en lien avec la criminologie, et qui posent aussi, là encore, tout un ensemble de questions. En tout cas, voilà, premier constat, cette volonté de personnalisation de la médecine au niveau génomique, elle a abouti à
la mise en débat, mais aussi tout un ensemble d'usages routiniers et de durcissement, de banalisation, de renforcement des identités raciales au niveau médical, dans le champ biomédical, et ensuite, en réalité, s'étendant à l'ensemble de la société. Et ce qui nous a semblé important, c'est de faire une généalogie de ces enjeux-là et de la prendre d'un point de vue historique. Et là, je cède la parole à Luc. Et précisément pour historiciser véritablement le recours à des schèmes d'analyse raciologique, pour le dire un peu, dans la pratique clinique et épidémiologique contemporaine, telle que détaillée à l'instant par Olivier, il est nécessaire de commencer par questionner ce constat apparemment unanime d'un retour de la race que l'on retrouve dans de très nombreux travaux de sciences sociales et d'articles de vulgarisation scientifique, et également publiés récemment au cours des 10 dernières années, disons. Parler d'un retour de la race impliquerait, en toute rigueur, effectivement, de pouvoir démontrer que cette dernière aurait effectivement disparu, ne serait-ce que temporairement, de l'horizon des médecins et des biologistes travaillant sur les populations humaines, à un moment qu'il faudrait d'ailleurs préciser, s'il y a véritablement éclipse. Et bien souvent, ce sont les lendemains de la Deuxième Guerre mondiale qui sont cités comme constituant le moment décisif au cours duquel médecins et scientifiques conjointement, conscients de l'ampleur des crimes nazis, auraient répudié, de manière qu'on aurait longtemps pu croire définitive, le recours à la catégorie de race dans leurs disciplines respectives. En réalité, ce récit historique, selon lequel la répudiation de la variable raciale aurait été rendue possible par la substitution d'une analyse des différences humaines en termes de types raciaux, qui aurait prévalu jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, à une approche en termes de population, insistant sur la variabilité et la variation interindividuelle, et qui se serait imposée au milieu du XXe siècle. Ce récit, donc, s'avère problématique à plusieurs titres. J'ai essayé de l'expliciter notamment dans un point de vue qui a été publié par Le Monde il y a quelque temps, vous le trouverez tout à l'heure en bibliographie. Alors, pour rompre avec cette vision qui a certainement eu, un temps du moins, des vertus consolatrices, mais qui ne nous permet pas de saisir véritablement et pleinement surtout les enjeux de la période actuelle, il convient à notre sens de rompre avec les chronologies préconçues, souvent téléologiques, vous l'aurez compris, et d'analyser au contraire de manière empirique le jeu des schèmes raciaux en médecine depuis environ le milieu du XVIIIe siècle, ce qui implique bien évidemment de comparer des configurations d'usage et des styles de raisonnement médicaux, scientifiques très différents, qui se sont succédés ou au contraire cohabité au sein de la médecine occidentale au cours des 2 derniers siècles, et ce en soulignant tout aussi bien les inflexions que les récurrences que l'on retrouve dans l'usage de la notion de race, en particulier en ce qui concerne la prise en compte de la variabilité humaine, bien évidemment centrale en médecine, et les tentatives pour établir des types qui ne sont pas nécessairement toujours à penser d'une manière, qui n'aboutissent pas nécessairement toujours d'ailleurs sur des pensées extrêmement fixistes, comme on pourrait le croire et comme c'est souvent répété. Et c'est donc ce à quoi Olivier et moi-même nous sommes employés dans le cadre du programme la personne en médecine, à travers 2 initiatives que nous avons d'emblée envisagées comme des recherches collectives. Bien, alors la première chose, c'est l'idée de faire une sorte de généalogie longue des rapports entre race et médecine, et on l'a conçu d'abord sous la forme de 2 séminaires qui ont eu lieu en 2014 et en 2015, que vous voyez ici, qui portent sur race et médecine, et l'autre penser la diversité humaine. Ces séminaires, ils visaient à interroger les liens étroits entre la pensée et la pratique médicale d'une part, et l'élaboration de la construction des catégories raciales et de la notion de race en particulier, avec l'hypothèse qui était la suivante, qui est une hypothèse assez faible, mais qui par contre permet de travailler tout un ensemble de choses. C'est l'idée sur laquelle, que ce soit à travers ces concepts et ces modes de raisonnement, mais aussi à travers ces exigences pratiques, à travers ces techniques, à travers aussi la formation de ces professionnels d'ailleurs, la médecine a joué historiquement un rôle fondamental
non accessoires, hein, dans l'élaboration et dans la transformation des savoirs raciaux et de la catégorie de race elle-même depuis le XVIIIe siècle au moins. Alors, cette hypothèse, au départ, moi je l'avais développée à travers ces séminaires qui ont été organisés avec des collègues, Jean-Paul Lallemand d'un côté et Justin Smith de l'autre, qui sont deux auteurs, enfin Jean-Paul travaillait sur la transfusion sanguine aux États-Unis et la manière dont elle est racialisée. Et Justin est quelqu'un qui a travaillé notamment sur la notion de race à l'époque moderne. Voilà. Et donc on a engagé ces deux séminaires qui ont donné lieu à un certain nombre de publications individuelles et collectives avec, j'insiste et on va le revoir ensuite, un objectif qui est aussi l'idée de faire des publications grand public, c'est-à-dire aussi de s'adresser, parce que c'est des enjeux politiques derrière hein, qui sont posés, à tout un ensemble de publics différents. Donc vous voyez, vous avez des contributions un peu plus médiatiques aussi, ou surtout quelque chose qu'on avait fait dans la vie des idées, qui s'appelle un nouveau paradigme de la race, qui visait à poser un certain nombre de questions de ce point de vue-là. Alors, je ne vais pas résumer évidemment hein, dans le détail les résultats de ces deux séminaires, je vais juste mettre en avant quelques points et je vous donne le programme ici, enfin quelques éléments du programme pour vous donner une idée de ce qui a été traité. Alors, l'un des premiers points a consisté à souligner le rôle fondamental joué par les concepts et les modèles médicaux dans l'élaboration des premières analyses naturalistes sur les races humaines à la fin du XVIIIe siècle, que ce soit à travers le modèle fourni par l'analyse des tempéraments médicaux, soit par celle des déviations ou des maladies héréditaires, soit enfin à travers le modèle de l'arrêt de développement. La médecine a fourni de facto des modèles, des concepts et des analogies pour penser la formation des races comme variété héréditaire au sein de l'espèce humaine. Elle a eu un rôle très important en fait dans l'élaboration même du concept de race au niveau naturaliste. Bon. Deuxième constat important, la médecine, plus connue celui-là, la médecine a joué un rôle fondamental au niveau des techniques qu'elle a mobilisées, anatomiques, au niveau du recueil statistique des données, au niveau des problèmes qu'elle a contribué à poser dans sa pratique, pour renforcer et marquer les différences en termes raciaux et pour servir du même coup à fonder des manières différentes de gouverner les populations racialisées. Alors, je vous donne quelques exemples. Hein. Thomas Griot a montré ainsi de manière très riche la manière dont le savoir médical sur la susceptibilité propre à l'alcoolisme des Indiens d'Amérique du Nord a servi à fonder jusqu'à très tard un dispositif de prohibition de l'alcool pour ces populations aux États-Unis et le dispositif des réserves qui va avec. Delphine Peretti s'est intéressée à la manière dont les médecins français ont élaboré tout un savoir sur les différences caractéristiques des Africains en matière de pilosité et en matière de cheveux. Donc vous savez peut-être qu'il est à l'origine aujourd'hui d'ailleurs d'une forme de développement de tout un ensemble de courants de médecine ethnicisée pour la question des cheveux comme pour la peau d'ailleurs. Nicolas Martin a montré comment s'était élaboré au cours du XXe siècle un savoir médical spécialisé aux États-Unis sur les performances sportives des Afro-Américains. Jean-Paul Lallemand s'est quant à lui intéressé au débat complexe sur le problème de la transfusion sanguine et sa racialisation initiale aux États-Unis, ainsi que les mécanismes politiques en particulier qui ont conduit à critiquer cette racialisation après-guerre. Et enfin, le dernier point, et j'anticipe un peu sur ce qu'on va dire ensuite, hein, c'est que ces investigations nous ont convaincus qu'il fallait s'intéresser de manière beaucoup plus spécifique à la manière dont la biomédecine avait été essentielle, du fait de l'articulation de la génétique des populations humaines, de ce qu'on appelle aussi la séroanthropologie, c'est-à-dire l'analyse des groupes sanguins, et les études des maladies du sang, dont la drépanocytose est la plus connue, mais il y en a tout un ensemble d'autres. Et le développement aussi de réseaux de transfusion sanguine, donc comment elle avait été un lieu par excellence de réélaboration du concept de race au point de vue de la génétique dans l'immédiate après-guerre. Et donc quelques exemples, hein. Agnès Lenné a travaillé sur la question de l'hémoglobine dans ce cadre-là. Moi j'ai fait tout un travail sur la séroanthropologie française des années 50 et le rôle en particulier de Jacques Ruffier et de Jean Bernard dans le développement de tout un ensemble de savoirs racialisés. Et Luc, lui, s'est intéressé à l'histoire longue des rapports entre isolat et études de mélange, deux espaces de problématisation particulièrement importants dans la génétique des populations aujourd'hui et dans les usages médicaux qui en sont faits. Et donc ça nous a amené à décider de concentrer le cœur du projet ensuite sur la période plus récente des années 45 jusqu'à aujourd'hui. Voilà, notre travail d'historicisation entre race et médecine s'est donc poursuivi au fil du temps en quelque sorte, et dans le cadre d'un second travail collectif qui était cette fois centré sur la généalogie des travaux scientifiques ayant visé à un moment ou à un autre
à étudier les mélanges raciaux et leurs effets sur les populations humaines. L'enjeu ici était de mettre en perspective historique l'essor de ces admixture studies dont a déjà un peu parlé Olivier, c'est-à-dire ce champ de recherche qui est à la fois pleinement institué au sein de la génétique humaine contemporaine, c'est un domaine à soi en quelque sorte, mais qui a également fourni des outils à la génétique médicale ainsi qu'à bien d'autres domaines de recherche au sein de la génétique, de l'anthropologie physique, etc. Et nous avons donc entrepris de retracer l'histoire des premières tentatives menées d'abord et avant tout en particulier par des anthropologues et des démographes avec le concours de médecins pour objectiver les mélanges interraciaux, leur importance relative au sein de telle ou telle population et leurs conséquences en termes biologiques, démographiques, sanitaires. Donc, une problématique qui, vous le savez peut-être, a joué un rôle central dans l'histoire de l'eugénisme, avec l'opposition entre une tendance bien représentée en Europe du Nord et aux États-Unis, qui n'avait bien sûr de cesse que de souligner les périls de ce qu'on appellera longtemps l'hybridation raciale, et une eugénique dite latine, très fortement implantée en Europe du Sud, aussi bien qu'en Amérique latine, bien sûr, qui, elle, s'évertuera jusque bien après la Deuxième Guerre mondiale à mettre en évidence les aspects positifs d'un point de vue biologique et médical, donc, du métissage, de certains métissages raciaux en tout cas. Et ce travail sur la généalogie des admixture studies, nous l'avons envisagé d'emblée comme dans une perspective de recherche internationale, avec en particulier le concours de collègues brésiliens de la Fiocruz à Rio, et de l'Université fédérale de Belo Horizonte, dans l'État du Minas Gerais. Alors, le soutien de la personne en médecine s'est révélé crucial dans cette perspective, puisqu'il nous a permis de consolider une collaboration qui s'était nouée à l'occasion d'une série de conférences internationales consacrées à l'histoire de l'hérédité humaine, de l'eugénisme, etc., et qui avait déjà connu une première concrétisation à travers l'organisation de plusieurs séances du 17e Congrès international d'histoire des sciences à Rio en juillet 2017. Mais c'était là une collaboration que nous souhaitions prolonger, et prolonger en la recentrant sur les questions que je viens d'indiquer. Alors cette consolidation a pris la forme d'un workshop qu'Olivier et moi-même avons co-organisé en collaboration avec deux collègues brésiliens, Carol Vimieiro et Robert Schwegner, à Rio, les 22 et 23 février de cette année, avec un centrage, si on veut, sur le thème de la généalogie des admixture studies. Alors vous savez sans doute le rôle central qu'a joué l'idéologie du métissage dans l'histoire politique, culturelle et intellectuelle du Brésil, même si ce cas de figure reste sans doute moins connu malgré tout que celui du mestiçage mexicain. Alors ce fut donc particulièrement fructueux pour nous de pouvoir discuter dans le détail avec nos collègues brésiliens de l'histoire des recherches sur la diversité raciale au sein des populations du Nord-Est, par exemple, du rôle joué par les chercheurs brésiliens dans les études de l'UNESCO sur les relations interraciales, ou encore du caractère racialisé de la prise en charge de la drépanocytose et de la recherche séro-anthropologique plus généralement au Brésil. Et encore, ce ne sont là que certains des thèmes abordés dans les communications des collègues brésiliens. Mais pour autant, c'est un point très important, c'était quelque chose de très important à nos yeux, l'objet du workshop n'était pas de singulariser outre mesure le cas brésilien, au risque d'ailleurs d'en exagérer son originalité, d'en faire un quasi-apax avec quelques autres cas comme celui mexicain déjà cité. Mais l'idée était plutôt d'analyser les caractéristiques du cas brésilien au regard d'autres configurations, en particulier européennes, car contrairement à ce que l'on aurait pu croire, de nombreuses recherches visant à objectiver l'existence de mélanges raciaux furent également menées dans différentes régions d'Europe, dès la fin du XIXe siècle, mais jusqu'à nos jours pratiquement,
J'ai ainsi eu l'occasion d'étudier une série de travaux italiens sur ce thème qui furent menés en Sardaigne, mais tout un tas d'autres régions européennes qui ont été investiguées dans cette perspective. Alors la dernière initiative que nous avons pu prendre dans le cadre du programme la personne en médecine grâce au soutien du programme a consisté à organiser un colloque international intitulé « La race après 1945 » en génétique et en biomédecine, l'introuvable rupture, qui se tiendra à Paris les 24 et 25 janvier prochains. L'enjeu principal de cette manifestation scientifique à laquelle participeront des collègues venus d'Amérique du Nord et du Sud, aussi bien que d'Israël et de nombreux pays européens, cet enjeu sera d'analyser de manière comparée comment des années 1940 aux années 80, c'est-à-dire avant même le lancement du programme Génome Humain, dans des configurations très différentes, de l'Iran à l'Indonésie, des scientifiques circulant entre sciences de la vie et biomédecine ont construit et reconstruit la notion de race appliquée à l'espèce humaine d'une manière qui n'est pas nécessairement très différente de ce que l'on entend aujourd'hui d'ailleurs. Et sur ce, je vous remercie de nous avoir écoutés. Merci.